Chers amis téléspectateurs, bon après-midi, ou bonne journée, ou bonne soirée, en fonction du moment où vous regarderez cette émission. Nous sommes heureux de continuer un petit peu avec vous. Je vous ai dit que ça reste un petit peu en suspens. Comment nous continuerons, mais voilà, pour ce début d'année, peut-être qu'il est encore temps de vous souhaiter un peu la bonne année ou la bonne, tout ce que vous voulez. En tout cas, beaucoup de bonnes choses parce que le monde est bousculé, bousculant et malmène un peu les catégories les plus fragiles, les plus défavorisées, les moins sachants, ceux qui n'ont pas de savoir sur eux-mêmes et qu'on peut justement influencer, manipuler comme on veut. Et l'intérêt pour nous de faire ce type d'émission avec vous, c'est de vous donner un bagage, essayer en tout cas un bagage qui vous permette d'accéder à soi, à vous-même, de mieux vous connaître pour être beaucoup plus efficace, en tout cas dans la compréhension des grands débats actuels, de société actuelle, qui touchent d'ailleurs le monde noir dont nous faisons partie, et puis le monde des dominés dont nous faisons partie, le monde des malmenés dont nous faisons partie, tout en croyant, par on ne sait quelle opération, que nous sommes des privilégiés. Donc il faut que nous nous déconditionnions et que nous essayions d'analyser la réalité dans ce qu'elle a de cru et dans les rapports de force qui sont en présence et qui expliquent que notre société ne va pas bien ni mieux comme on le croit, même si on est toujours dans des espèces de bricolage qui mettent de la poudre aux yeux aux gens et qui font croire que voilà, finalement notre mère patrie et notre élite s'occupent bien de ses enfants, et puis on voit que de plus en plus de gens meurent de faim dans une société d'abondance, dans une société où il y a des gens les plus riches, dans une société où on roule en voiture de luxe, voilà. Et puis une partie de la population de plus en plus importante, 37, presque 40% de nos gens mangent à la soupe populaire, et ça n'a pas l'air de trop déranger les gens. On dit, ça s'y est pas, ouais, tu n'as pas fait mal. Mais enfin, nous sommes là, des sociologues, des spécialistes, des universitaires, des avocats, des personnes qui regardent leur société dans ce qu'elle a, dans ce que sa réalité a de cruel. Et notre rôle, c'est de vous en parler, même si on s'applique beaucoup à vous aveugler pour vous faire croire que vous êtes ce que vous n'êtes pas ou que nous sommes ce que nous ne sommes pas. Voilà. C'est ma petite entrée en matière. Je vous remercie d'être là, d'écouter peut-être l'émission jusqu'au bout, parce que cet après-midi, j'ai avec moi des gens que vous connaissez en partie, mais qui ont beaucoup de choses importantes, scientifiques, rigoureuses à vous annoncer, ou en tout cas à vous apprendre sur vous-même. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est comment appréhender l'identité de notre peuple martiniquais, si vous voulez. Je ne sais pas si martiniquais représente une réalité socio-anthropo-culturelle, parce que aujourd'hui tout le monde est martiniquais. Venir d'hier ici, c'est aussi pouvoir se déclarer martiniquais. Et nos martiniquais, enfin ceux d'ici, les locaux, avec beaucoup de guillemets, sont les premiers à baptiser de martiniquais tous ceux qui arrivent, alors qu'ils les refusent peut-être aux Haïtiens, qui continuent à appeler des Haïtiens. Les autres qui ne sont pas, voilà, les privilégiés de la planète, continuent à mériter des noms d'oiseaux souvent, et puis des qualificatifs qui montrent un petit peu notre état d'esprit. Alors, comment appréhender cette réalité, cette identité, non à partir de principes ou de préceptes ou de théories, approche idéologique, mais d'approche anthropologique et juridique, comme on va essayer de le voir. Voilà, donc cet après-midi, j'ai 3 invités que je remercie d'être là. Il y a Dr Milka Valentin, que vous connaissez et qui aussi contribue à détricoter nos aliénations. Bonsoir, Madame Valentin Milka. Bonsoir aux auditeurs de Zouk TV. Merci Juliette de m'avoir invitée à traiter d'un sujet qui participe justement de la construction de l'identité et donc de l'identité martiniquaise. Et donc ça me fait un plaisir c'est un plaisir pour moi d'être là. Et on essaiera donc d'apporter ce que nous avons de mieux.
et de meilleur à notre peuple. Merci Mika. Nous avons aussi Maître Monotuka que vous connaissez, qui vous apporte aussi beaucoup d'éclairage sur le plan du droit de la justice telle qu'elle fonctionne ou dysfonctionne chez nous. Bonsoir Maître Monotuka. Bonsoir Juliette. Voilà, je suis avocat au barreau de Fort-de-France et puis chercheur, et j'ai eu l'occasion notamment d'écrire sur le processus de créolisation, l'identité créole. Voilà, dans mes recherches, c'est aussi du droit, analyser en fait notre statut actuel, intégrant en fait depuis le commencement de l'époque coloniale, esclavagiste, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, d'ailleurs, ça a été l'objet de ma thèse doctorat, soutenue en 2003. Et puis, par ailleurs, je fais un travail à côté d'autres, s'agissant de la nécessité de la réparation du crime contre l'humanité que constitue en fait l'esclavage et la traite. Voilà. Merci. Nous avons donc un troisième invité, c'est Monsieur Ventura Luisito. Est-ce que vous voulez vous présenter un peu? Oui, Luisito Ventura, je suis consultant dans le domaine de l'éducation. Je suis aussi, je dirais, chercheur, puisque j'en fais, et je travaille beaucoup sur les problématiques récurrentes de l'éducation, de la formation professionnelle, du tutorat, de l'accès aussi à la formation continue certifiante. Et puis, bien sûr, cela m'amène à travailler aussi sur la sociologie. Sur la sociologie, bien sûr, de l'éducation, je dirais aussi sur l'adéquation économie-formation. Voilà. Alors, merci. Voilà, chers amis, nos trois invités se sont présentés. Vous connaissez leur domaine. C'est très important que vous fassiez attention au domaine de la spécialité de chacun des nôtres, parce que nous sommes dans une société où les gens s'octroient des titres. Vous voyez, c'est une société qui est basée sur l'excellence. Elle a envie, elle cherche, elle s'invente de l'excellence que elle n'en a pas. Et vous avez beaucoup de gens qui se donnent des titres sans se rendre compte qu'un titre est l'aboutissement d'une trajectoire d'études, de recherche, de travaux, de tout ce qu'on veut. Et donc, si on n'a pas les théories ou les savoir-faire, les compréhensions fines de l'intérieur des spécialités qu'on a, un titre n'est qu'une espèce de chapeau sur une tête, voilà, qui n'est ni coiffé, ni voilà, qui est en broussailles. Donc ça sert peut-être qu'on vous voit avec votre chapeau, mais le reste, voilà, vous n'êtes pas efficace, pas compétent, et vous trompez aussi ceux qui croient en vos titres. Donc nous sommes dans la déconstruction aussi de cette façon que notre société a de s'auto-ériger en spécialiste, enfin beaucoup des nôtres, sans mériter ces titres-là. Alors aujourd'hui, nous prenons des libertés, le droit, peut-être que nous ne sommes pas érigés en juge de qui est quoi, qui a quelle qualité ou pas, mais nous sommes quand même, nous aussi des spécialistes, en mesure de remettre en question un certain type de fonctionnement qui contribue au dysfonctionnement que nous observons dans notre société. Voilà. Donc, je vous ai énoncé le titre c'est comment de notre après-midi, enfin de notre rencontre, comment appréhender l'identité martiniquaise, parce que nous avons entendu, depuis que nous avons commencé cette série de réflexions autour de l'identité de notre société, nous n'avons pas considéré que ce qui existe, les travaux qui ont été faits étaient des travaux définitifs, et que si vous voulez, la manière qu'on avait, que nos spécialistes, historiens, etc., avaient de décliner cette société, qu'elle était la bonne forcément. Mais comme il faut creuser, travailler, remettre en question, améliorer l'existant, nous avons conçu qu'il y avait beaucoup de choses qui se disaient et qui méritaient d'être approfondies. Donc, à mesure que nous avançons dans la recherche et la connaissance de nous-mêmes, nous remettons en question un certain nombre de savoirs, entre guillemets, qui ont joué leur rôle de béquille à un moment donné, mais que nous devons,
aujourd'hui interroger. Alors, ça ne plaît pas à tous ceux qui se sont installés dans ces savoirs de manière définitive et qui ont décidé qu'ils étaient, eux, les représentants au niveau scientifique, au niveau connaissance, au niveau savanterie, pour ne pas inventer de néologisme. Voilà. Et puis, que d'autres personnes viennent remettre en question cette façon de voir la société provoque chez eux des crises d'urticaire. Et ils se mettent à qualifier de noms d'oiseaux ou bien à décrédibiliser, à discréditer ces savoirs nouveaux. Or, même dans notre jeunesse, nous voyons émerger des savoirs nouveaux que nous, à nos niveaux, qui avons aussi la prétention d'avoir commis des nouveaux savoirs qu'il faut que nos sociétés intègrent, nous avons des jeunes qui aussi sont dans des apports nouveaux, qui relisent aussi nos apports et qui auront le droit de critiquer ce que nous apprenons. Donc à ceux qui se sont installés et qui ont cru qu'une société c'est un machin figé, peut-être que c'est par défaut de bien comprendre ce que c'est qu'une société. Et à ce moment-là, on remet en question les titres de sociologues que beaucoup se sont donnés. Maintenant, nous disons qu'une société c'est un corps vivant qui évolue, qui change, les rapports changent, et même s'il y a des choses, si vous voulez, des choses, des savoirs qui ressemblent à des acquis définitifs, non. Rien dans une société, la preuve c'est que les sociétés naissent et meurent et pas forcément avec les mêmes personnes. C'est pour ça que nous disons d'ailleurs que nous sommes en danger, parce que nous voyons bien qu'il y a une dynamique dans notre société à cause justement des mauvaises lectures qu'on lui impose et qu'on impose à ceux qui ne savent pas qu'on peut lire autrement. Notre société, eh bien, elle est en train de mourir parce qu'elle est en train de nous échapper, mais elle ne va pas mourir en tant que société. Nous allons mourir ou en tout cas être très affaibli en tant que groupe humain qui était celui qui représentait ce qu'on va appeler provisoirement martiniquais dans notre société. Voilà pourquoi nous avons décidé de vous parler aujourd'hui d'un sujet grave, et chacun de mes collègues va vous apporter à son niveau ses connaissances. Donc je commence pour qu'on ait vraiment le temps d'entendre chacun pleinement par vous présenter un petit peu quelques mots sur la genèse de la société martiniquaise, parce que ce qui a beaucoup gêné et qui gêne beaucoup notre élite, une certaine élite de chez nous, c'est que nous parlons beaucoup trop d'Africains, parce que ça met tout le monde mal à l'aise. Il ne faut pas dire, mais c'était la volonté de la France de ne pas faire exister d'Afrique ni chez elle. Elle avait juste besoin de la main-d'œuvre, juste besoin de leurs matières premières, juste besoin de leur génie, leur créativité, de leurs dons gratuits, ou de leur extirper gratuitement leur travail. Mais pour le reste, pas question d'Afrique, pas question d'existence, de parler même de l'existence de cette infra-humanité, puisque c'est comme cela qu'on les a catégorisés et que notre élite continue à la catégoriser. Donc aujourd'hui, moi je vous montre un peu quelques apports anthropologiques sur ce que nous savons d'historique et donc de scientifique sur notre société, puisque l'histoire fait partie des sciences humaines. Elle n'est pas là pour raconter suivant la volonté de ceux qui le décident, ceux qui lui passent par la tête. L'histoire, c'est l'histoire, et nous voulons qu'elle joue son rôle dans la connaissance de nous-mêmes. Alors, la jeunesse de notre société, enfin moi je dis que nous n'avons pas de société à nous, toutes les institutions sont blanches, donc elles sont françaises. Par rapport si vous voulez qu'on aille plus vite quand même, je vais utiliser le mot société, parce que c'est une béquille, mais j'en ai pas d'autre pour le moment. Donc, quand les Blancs arrivent ici, les Français, pour prendre possession de cette société, en Europe, on est à une époque qui correspond à on est dans une société qui correspond à ce qu'on appelle les sociétés post-féodales. On est dans le bas Moyen-Âge et on a un groupe humain qui a une mentalité très particulière qui arrive ici. Et si nous partons de cette considération de post-féodalité, nous comprenons aussi le caractère du groupe des Blancs qui est à la Martinique. C'est une nécessité que nous comprenions, si vous voulez, la typologie même identitaire des gens qui vont former cette société post-féodale. Quand ils arrivent ici,
les Amérindiens, ou ce qu'on appelle les Caraïbes, sont exterminés. Les colons donc, vont prendre leur place et puis on a une sorte de substitution de population qui va faire que on va considérer que culturellement et humainement, eh bien, la Martinique est une société, une région vierge, un territoire vierge. Les Français s'en emparent, ils installent leur civilisation, leur culture, leurs projets, et nous n'en sommes pas sortis puisque je vous ai dit que toutes les institutions sont françaises. Ensuite, depuis l'élimination des Amérindiens, on va considérer donc ce qu'on appelle l'arrière-plan culturel de cette région et n'est pas considéré comme indigène, contrairement à ce que vous allez trouver en Amérique dite latine, mais qui est plutôt une Amérique donc colonisée par les Latins. Mais c'est une Amérique que les Indiens, les Amérindiens appellent l'Amérique du Sud. D'accord ? Et puis, une fois que la colonisation va être à l'œuvre, voilà, on est dans une sorte de peuplement nouveau. Et c'est pour cela qu'on va parler donc de cette Martinique-là comme d'une société de peuplement. Ça veut dire qu'on considère qu'il n'y avait rien avant et qu'on va faire venir, d'abord les colons vont faire venir pour le besoin de leurs projets économiques des gens, notamment des Africains, pour des raisons que vous allez trouver dans les ouvrages. Ils sont forts, ils supportent la chaleur, ils sont ci, ils sont ça, et on a besoin de cette main-d'œuvre-là en les traitant donc d'esclavagés et en leur enlevant leur âme, en les traitant de même pas de sous-humains, d'infra-humains, enfin bon, ils ne sont pas dans l'humanité. Et c'est pour cela qu'on peut les utiliser comme des outils. Et le Code noir va inaugurer donc ce qu'on va appeler la question raciale. C'est un racisme d'État structurel donc, que nous vivons aujourd'hui encore, qui va inaugurer les relations entre des races entre guillemets, différentes et qui va donner à chaque race sa place. Donc, noir et blanc constituent si vous voulez, ce qu'on va appeler les groupes fondateurs de cette société. Pour essayer de parler donc de la façon dont les relations vont se nouer entre ces deux groupes, vous avez des questions d'esclavage qui sont relativement bien abordées, et puis vous avez les questions de rencontre entre les propriétaires colons blancs et leurs esclavagés, parmi lesquels les femmes, qui vont donner naissance à un groupe qu'on va appeler un groupe tampon, qui est celui des mulattes, et qui va être très important parce que justement les relations que les colons vont entretenir avec les femmes noires, que ce soit de vol, que ce soit de viol, que ce soit consenti ou pas consenti, que ce soit de toute façon une violence instituée, eh bien vont donner naissance à un groupe qui est devenu dans la Caraïbe l'un des groupes les plus importants et qui fonctionne comme une caste. Donc, si Manuela veut bien, qui est à la technique, je vais vous montrer à travers des diaporamas comment la population, l'histoire de ces relations raciales s'est établie. Et là, nous sommes en histoire et en anthropologie. Je ne veux pas que nous ayons affaire à des gens qui blablatent. Là, vous avez des chiffres, des pourcentages. Donc ça, c'est les relations raciales. Est-ce qu'on peut voir la deuxième diapo? Voilà. Facteurs numériques dans l'influence culturelle, rapport de population noire et blanc pendant l'esclavage. Moi, je vous ai établi ce schéma pour que vous compreniez, quand on vous dit que la dynamique essentielle de notre société est africaine, on n'est pas en train d'élucubrer. Regardez les rapports de population. Même si les institutions sont blanches, c'est dans des rapports de force elles se sont établies, mais les rapports de population sont celles-là. En 1788, à peine un siècle avant l'abolition de l'esclavage, vous avez donc 7 noirs pour un blanc. On continue, Manuela? Merci. Voyez, voilà ce que ça donne sur le camembert. Voyez, c'est une petite portion contre une très grosse majorité de ce que nous appelons les Noirs, les Kamites pour ceux qui préfèrent le terme, ou les Afro aujourd'hui, les Africains au départ et les Afro-descendants si vous voulez. Voilà, parce qu'il faut aussi qu'on se mette d'accord sur comment on va désigner cette composante qui représente, vous avez vu,
à la fin du XVIIe siècle, 75 000 personnes. D'accord? Les rapports sont importants. Les Blancs représentent 9 500 personnes. On continue? Voilà. Quand vous regardez, en moins d'un siècle, en 1847, une année avant l'abolition, vous avez donc un rapport de Blancs qui représente, je crois, combien de pourcents de la population? 8%? On ne voit pas bien. Ah oui, j'espère que les téléspectateurs voient. Un groupe de mulâtres, En bleu. surprenant, en bleu, surprenant, qui représente 29% de la population, en peu de temps, en moins d'un siècle. Et puis, la masse de la population, même si on l'a diluée par le métissage, reste africaine. En 1847, notre population demeure essentiellement africaine. Et si on tient compte du fait que les mulâtres sont nés d'une mère noire, parce qu'à l'époque, le métissage est dans ce seul sens. C'est pas papa qui a fait yish métis, c'est maman qui a fait yish métis. Eh bien, enfin, qui font imposer ou pas. Donc, vous voyez, si on tient compte de ça, vous avez l'empreinte africaine qui est très dominante dans la population. Un an avant l'abolition de l'esclavage. Nous avons quoi aujourd'hui? Nous n'avons pas 200 ans d'existence post-abolitionniste. Donc pourquoi est-ce que c'est problématique pour beaucoup des nôtres de reconnaître cette réalité-là? Elle est anthropologique, on est là dans l'anthropologie humaine. Et les statistiques, ce n'est pas moi qui les ai fixées. Ce sont ceux qui ont fait des recherches sur nos populations. Notamment le père du diamant, comment il s'appelle? Le père, bon, j'ai oublié son nom, mais c'était le curé du diamant. Voyez, les métis, les mulâtres, forment un groupe qui est tellement compact, un an avant l'abolition de l'esclavage, que vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui c'est un groupe qui est une caste. Qui est une caste à l'égal de la composante. C'est pour ça que quand je parle des mulâtres, je ne parle pas des gens. Je parle de la façon dont notre population est structurée. Et il y a un groupe intermédiaire qui a un rôle très important dans la dynamique sociologique de notre population, de notre société. On ne peut pas le nier, on le voit là sur le graphique. Et les Blancs, qui sont une toute petite minorité, vous le voyez encore, et qui pourtant détiennent l'importante dynamique, enfin économique, culturelle, quoi qu'on dise, enfin structurelle de cette société, qui sont les garants, en tout cas, du pouvoir et de la domination française dans ce pays, d'accord? Même s'ils ont œuvré pour garder leurs privilèges à eux, pour que la France ne les rogne pas de trop. Mais en tout cas, la France a besoin d'eux, puisque c'est grâce à eux qu'elle peut dire « ici, nous sommes chez moi ». Enfin, voilà. Donc, ces gens-là, ces métis-là, s'expliquent pourquoi elle est si importante. La proportion des colons français. Je vous lis un monsieur qui s'appelle Emmanuel Todd, qui est historien français, et dit, pour expliquer pourquoi notre population s'est métissée si vite, et continue d'ailleurs, et par rapport aux colonies anglophones ou anglaises de l'époque, la proportion des colons français à avoir des relations sexuelles avec des femmes noires apparaît supérieure à celle de leurs homologues anglais. C'est pour ça un tel anti-métis en PIA. Et aujourd'hui, tout le monde revendique. On ne sait pas dans quelles conditions. Si, on croit qu'on sait dans quelles conditions ce métissage a opéré. Mais on revendique à tour de bras ce métissage. Les relations sexuelles informelles entre maîtres et esclaves, informelles ou imposées, produisent des enfants métis qui naissent esclaves, mais que les pères affranchissent le plus souvent. Ça signifie que la condition des mulâtres n'est pas celle des Africains noirs qui vivent, eux, la condition de véritables esclaves. Il faut qu'on comprenne que les comportements différents que nous avons sont liés aussi aux traitements différents dont ces groupes ont été l'objet. Donc les mulâtres n'ont pas vécu comme des Africains esclavagés.
puisque les pères blancs sont, je pense que c'est ça ce qui explique que tellement des nôtres, enfin de notre élite, revendiquent à corps et à cri le papa blanc qu'ils ont eu, ou le grand-papa, ou le arrière grand-papa. Je pense que ça peut expliquer de nos façons de dysfonctionner, parce que finalement, nous ne sommes jamais vraiment dans une dynamique qui prend en compte les proportions des populations, ce qu'elles ont apporté, et comment elles se sont aussi enclavées, puisqu'on va voir que nous sommes le seul pays qui vit un apartheid qui ne dérange personne, le seul pays de la Caraïbe, peut-être, parce qu'il y a des dynamiques en Amérique centrale qui ressemblent un peu aux nôtres, avec une classe mulatte qui est importante, qui est, comment on dit, active, qui a du pouvoir. Et puis on a tous ces livres qui varient d'un pays à l'autre de la Caraïbe. Donc, on va faire... Est-ce qu'on peut continuer pour montrer, avec le diaporama, Manuela? Après, pour des raisons, donc après l'abolition, on va faire, les colons ici vont dire à la France que c'est la cata, qu'il faut des travailleurs d'ailleurs pour supporter les plantations, le travail, etc., le travail colonial, parce que on court à la ruine, etc. Donc on fait venir, on organise une immigration. Des immigrations. Il y a tous les essais dont je n'ai pas parlé ici, de la Caraïbe, des États-Unis, etc. Il y a eu même de l'Indochine, il y a eu des tentatives de faire arriver donc, en Martinique des immigrants d'autres régions. Et puis ceux qu'on a retenus finalement, ce sont d'abord des Européens. Donc il y a eu 1200 Européens qui sont arrivés ici et qui sont, qui étaient conçus comme des contremaîtres pour être ceux qui vont diriger les ateliers et diriger les Noirs, parce que le souci des Blancs, c'était que les Blancs ne vivent pas, les Blancs qu'on ferait venir, ne vivent pas la même condition que les Noirs, parce qu'ils avaient à préserver le statut de noblesse qu'ils s'étaient créés pendant l'esclavage et qui faisait que les Blancs sont des Blancs, des êtres supérieurs, les Noirs sont... Donc on ne peut pas les mettre à travailler dans les mêmes conditions. Donc voilà comment les Blancs ont en même temps construit d'abord les composantes de la société, mais aussi leurs conditions sociales d'être supérieurs. Donc ils vont faire venir, vous voyez, une immigration européenne, 1200 personnes, une immigration madérienne, avec des noms espagnols qui sonnent espagnols, surtout à Sainte-Marie, qui ont travaillé sur la plantation du père là-bas, et ces gens-là, enfin du père là-bas, ou je ne sais plus, en tout cas ils étaient répartis là-bas, et ce sont des gens qui ont donc contribué à diversifier si vous voulez, les races qui sont arrivées à la Martinique, mais après l'abolition. Ensuite, il y a eu une immigration chinoise qui a représenté 978 personnes, qui s'est métissée, qui s'est fondue dans la masse et dont on n'a pas retrouvé vraiment des traces. Il y a 2 ou 3 personnes qui revendiquent aujourd'hui d'être des descendants de cette immigration-là, mais les Chinois que nous avons à la Martinique sont des gens qui sont arrivés au début du XXe siècle, autour de 1910, 1912, et qui sont donc les noms chinois que vous connaissez aujourd'hui. Des gens donc qui sont arrivés au XXe siècle et non pas au XVIe, et qui sont arrivés quand la société martiniquaise était déjà constituée. Il faut qu'on le comprenne. Anthropologiquement, c'est important. Ensuite, vous avez une immigration africaine. Parce que quand ils ont... Alors, je vais vous parler d'immigration indienne après, parce que elle a été menée en parallèle avec l'immigration africaine et l'immigration chinoise. Ils ont essayé ces 2 immigrations, mais l'immigration africaine rappelait, parce que l'immigration indienne leur a donné beaucoup de mal, donc ils ont voulu renouer, je parle des colons, renouer avec l'immigration africaine, mais l'Angleterre qui dominait à ce moment-là le monde et les mers a décidé, puisqu'elle avait, elle, aboli sa traite négrière transatlantique, que la France devait aussi abolir la sienne, et du coup, on va trouver, donc entre 1857 et 1862, on fait 62, je crois, oui, on fait intervenir, donc 1857 à 1862, on introduit à la Martinique 10 521 Africains.
qui sont des personnes rachetées, des Congos de chez nous que nous connaissons aujourd'hui. Il y a des noms qui ont été préservés et qui sont donc de ces personnes qui n'ont pas été esclaves et qui ont été de cette immigration parallèle à l'immigration chinoise, à l'immigration indienne, d'accord? Et donc ces personnes-là ont été répartis sur des plantations ou dans des communes dont on retrouve la trace de leur culture. Donc, si vous ajoutez ces 10 521 personnes aux 75 000 de la post-abolition, vous voyez que nous sommes à plus de 80% de la population qui est d'origine africaine. Donc, quand nous vous parlons d'Afrique, nous ne sommes pas en train, je répète, d'élucubrer. Nous vous disons que si nous abordions nos problématiques d'un point de vue anthropologique, eh bien, nous n'aurions pas à interroger l'africanité de cette société. Où sont passés tous ces gens? Vous croyez que du jour au lendemain, on a supprimé leurs croyances parce qu'on l'a voulu? On a supprimé leur manière d'être, d'aimer, de rire, de manger, de boire? On les a supprimés, éliminés? Non, c'est une aberration de penser votre histoire sous cet angle-là. Donc nous rétablissons aujourd'hui quelques vérités. Donc les Indiens arrivent. Est-ce qu'on peut voir la dernière diapo? Voilà, les Indiens arrivent en parallèle. Vous voyez, je vous ai mis toutes les immigrations sur la droite, l'image de droite. Les Indiens arrivent, ils sont 25 000 pendant 30 ans. Cette immigration est maintenue pendant 30 ans en créant toutes sortes de problèmes à la société, à la Martinique, parce qu'elle n'était pas voulue véritablement, qu'elle a été maintenue de force et qu'elle a été la plus longue. Donc c'est elle qu'on a vue et qui a laissé le plus de traces dans la vision qu'on a de la Martinique, qu'il y aurait eu des immigrants qui ont joué contre les Noirs, contre les Afro-descendants ou les Africains, et qui ont été leur ennemi. Ce qui est une lecture de l'histoire qui est absolument polémique et très injuste. Parce que j'ai commis des ouvrages sur cette histoire-là. Si vous avez envie d'entrer dans une vérité anthropologique, il faut les lire. La question de l'immigration indienne, ou l'indo-antillais entre Noirs et Békés, ou la Martinique entre ethnicité et citoyenneté. Vous avez des éléments pour analyser les conflits dans lesquels on a installé Noirs et Indiens à la Martinique de manière absolument injuste et pour justement cacher la volonté des Blancs d'empêcher les Noirs d'entrer dans des rapports de salariat et de mérite, de monnayage de leur monnaiement, je ne sais pas comment dire ça, de leur force de travail contre un salaire que les Blancs refusent. D'ailleurs, toutes les grèves que vous avez par la suite sont des grèves où les Noirs demandent où les travailleurs demandent, parce que dans beaucoup de grèves, on va retrouver ces travailleurs intriqués, Noirs, Africains qui viennent d'arriver, ou Africains d'anciens, et Indiens qui viennent d'arriver. On va les retrouver dans les luttes sociales. Et il y a toujours des morts pour les mêmes raisons. Ce sont des revendications salariales. Donc moi, cette partie-là, c'est celle-là que je dois vous présenter. Je veux juste vous expliquer que cette question des composantes de la population doit vous demander une attention particulière. Pendant 2 siècles et demi, il y a ce qu'on va appeler les groupes fondateurs de la société, les colons blancs français et les Africains. Les Africains sont une masse importante de cette population, et même s'ils n'ont pas de pouvoir, mais anthropologiquement, ils sont justement un pouvoir. Même si les Blancs essayent, à coups de fouet, à coups de trick, de leur enlever leurs croyances. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons gardé ces croyances-là, et elles nous aident à vivre, heureusement, parce que je parle d'une société bicéphale, celle des Blancs avec leurs institutions répressives, injustes, vilaines à notre égard, que vous le vouliez ou non. Je suis en train de vous parler, d'utiliser un mot qui n'est pas très anthropologique, mais voilà, nous n'avons pas le sentiment d'être aimés et de vivre dans une société où on fait attention à nous, où on préserve en tout cas notre humanité. De l'autre côté, par contre, nous avons cette dimension qui est africaine, qu'on le veuille ou non. Alors pourquoi est-ce que j'ai l'air d'enlever les autres? Non, je ne les enlève pas. Je veux juste vous dire qu'après la dynamique pendant 2 siècles et demi entre Africains et Blancs,
ce sont les apports africains, donc qui vont donner véritablement leur dynamique, leur couleur culturelle à notre société. Et c'est pour cela qu'il était important que vous compreniez pourquoi, lorsque nous sommes ici, nous vous disons que notre société est une couleur africaine. Il y a un monsieur, et je lui en veux beaucoup, c'est un anthropologue parmi ceux qui ont travaillé chez nous, les Canadiens, qui ont étudié, qui nous ont étudié. Si vous voulez savoir, parce que je ne suis pas en train de vous raconter des histoires, allez au Canada, allez à Montréal, aux archives de Montréal, et demandez à visiter les archives du groupe de recherche des Canadiens qui était installé sur la plantation à Font-Saint-Jacques, et demandez à visiter leurs travaux. Vous serez stupéfait de la somme de connaissances qu'ils ont emmagasinées sur nous et puis dont ils n'en ont rien fait. Eh bien, ces gens-là, d'une façon ou d'une autre, ont reconnu en long, en large et en travers l'africanité de cette société. Je suis désolée, je vous lis un passage de Jean Benoît, qui était l'anthropologue en chef, le chercheur en chef du laboratoire qui s'était installé dans les années 70 ici à Font-Saint-Jacques, donc chez nous en Martinique. Voilà ce qu'il dit. L'une des caractéristiques humaines des sociétés antillaises a été et reste l'importance de la population d'origine africaine qu'elle comporte, et donc du passé africain de cette culture encore peu ethnographiée. Donc c'est moi je vous dis, il n'y a pas de musée, il n'y a pas d'enseignement véritablement structuré et sur l'histoire du continent. Et aujourd'hui, nous avons des chercheurs, des historiens, etc., qui s'évertuent contre tout bon sens à nous raconter une histoire sans introduire l'Afrique dans cette histoire. C'est hallucinant. Je veux savoir d'où on détecte, d'où on a ce titre d'historien, si on coupe la masse d'une population de ses origines en empêchant qu'elle n'ait aucune revendication, aucune velléité de compréhension de qui elle est, ni d'où elle vient. Et je veux dire, on a beau nous dire que c'était de la cale du bateau, nous avons entre-temps compris que ceux qui nous racontaient ça nous prenaient pour une bande de cons et que nous avons refusé de faire leur jeu et de nous inscrire dans ces aberrations. Donc, voilà la dynamique importante. 2 siècles et demi, les Africains imprègnent cette société de tout ce qu'ils sont fondamentalement, même des empêchements, et ils ont caché comme ils pouvaient camoufler, mais ils ont transmis leur patrimoine. Tout ce que en quoi vous voyez. On m'a dit, j'ai lu hier ou avant-hier que le Gadet des Affaires n'avait plus de place, tellement il y avait des gens qui venaient chez eux. Le Gadet des Affaires, c'est quoi? C'était celui qui était une sorte de chaman en Afrique quand il fait le bien, et une sorte de sorcier quand il fait... Bon, bref, vous avez vu? On me parle des immigrants, et quand on parle de notre société, on nous dit, oui, on est tous confondus, on a un tas de mélanges, on est ici. Non, non. Moi, je peux vous parler de l'apport indien, puisque j'en sais quelque chose de très, très intime. Les gens qui arrivent après l'abolition de l'esclavage trouvent en place une société constituée. Il se peut qu'ils aient de petits apports, qu'ils enrichissent, comme les étrangers enrichissent la France et les autres pays et les capitales européennes. Mais on ne peut pas dire que tout le monde, en choc en bloc, a construit la société martiniquaise. Il y a 2 groupes fondateurs dans cette société. Ce sont les Blancs et les Noirs, c'est vrai, dans des rôles très différents et des rapports à notre humanité très différents. C'est cela que vous retenez quand vous essayez de vous concevoir anthropologiquement. Maintenant, sur le plan des apports des autres groupes, on n'a rien empêché. Les gens ont fait leurs affaires. On a enrichi le paysage martiniquais de petits temples hindous qu'ils ont eu d'ailleurs à grand renfort de pression et d'oppression et de tout ce que vous voulez. Il y a des Chinois qui nous vendent aujourd'hui notre propre nourriture, mais ceux-là ne viennent pas de l'immigration. Donc il y a de tout. On facilite d'ailleurs la vie à beaucoup d'autres groupes plutôt qu'aux afro-descendants. Donc voilà ce que je veux vous dire sur le plan anthropologique, et mes collègues vont vous parler donc de
la façon dont notre culture est constituée et dont on nous dit qu'elle est parfaite et qu'il ne faut pas l'interroger ni la mettre en question. Je vous dis que sur le plan historique, nous commettons des erreurs dans la façon de considérer qu'on est un tchoc en bloc, qu'on est un mélange. J'ai entendu parler de société mosaïque. On a inventé toutes sortes de concepts aliénants pour ne pas regarder la façon, de manière très rigoureuse et structurée et historique et dynamique, dont notre société s'est mise en place. Et je dis notre société en vous disant dès le départ qu'elle ne nous appartient pas encore parce que les institutions ne sont pas à nous. Donc voilà dans quoi nous sommes. Donc je vais laisser céder la parole maintenant. Et juste pour finir, vous dire que après, au début du XXe siècle, vous avez donc des Syro-Libanais qui arrivent, donc à partir des années, ça commence très à la fin du 19e, et les Syro-Libanais, c'est début 20e siècle, les Chinois de maintenant, c'est début 20e siècle, et vous avez les Pieds Noirs à l'époque de la guerre de l'Algérie qui affluent ici en grand nombre et qui créent d'ailleurs les incidents que vous savez, notamment décembre 59. Vous avez après des immigrants de la Caraïbe anglophone, des Dominicains, des personnes de Sainte-Lucie, etc. La population blanche française représente donc cette couche plutôt de Pieds Noirs et puis de quelques immigrants, de quelques Français qui représentent l'État français. Et puis aujourd'hui, donc on a continué à voir affluer des petits groupes mais qui n'influent pas sur la dynamique culturelle de notre pays. C'est pas parce que vous allez faire un cours de je ne sais pas quoi de comment on appelle cette danse nouvelle là que la société martiniquaise est devenue ce peuple-là. Voilà. Maintenant, il y a une composante ici qui grossit, qui ne veut pas s'appeler immigrant comme nous sommes appelés immigrants ou immigrés quand nous allons chez eux. Ce sont les Français qui sont propriétaires de cette société et qui représentent aujourd'hui, en termes d'effectifs, un nombre considérable dont on ne veut pas nous délivrer les pourcentages et nous savons pourquoi. Donc nous sommes dans des stratégies particulières, c'est pour cela que je vous disais, il faut qu'on regarde comment évolue cette société ou cette institution qui nous sert de société pour savoir si nous sommes encore possesseurs de quoi que ce soit. Voilà, donc cet éclairage donné, vous comprenez pourquoi nous vous parlons d'Afrique. Et n'allez pas écouter ceux qui pensent que nous sommes un tchoc en bloc. Non, la dynamique de cette société s'est formée avant l'arrivée de tous les autres immigrants, toutes les autres immigrations. Voilà. Milka, est-ce que vous voulez bien présenter? Donc, je vais me baser sur l'étude des contes dits créoles, mais peut-être certainement créoles, hein, qui ont forgé justement l'identité des Martiniquais et vous montrer comment ces contes, qui fondamentalement sont africains dans leur conception, c'est-à-dire dans ce qu'ils délivrent en tant que comportement culturel, en tant que dynamique culturelle, mais qui, par leur contenu idéologique, est fondamentalement créole. Alors, et c'est peut-être certainement à juste titre qu'on les appelle contes créoles. Mais leur structure, je répète bien, leur structure, elle est africaine. C'est-à-dire que non seulement les personnages, la dynamique des personnages, ensuite leur façon d'interagir dans la société, elle est fondamentalement africaine. Le conteur, par exemple, il est la réplique de ce qu'on appelle en Afrique le djeli, c'est-à-dire celui qui dit la société africaine, qui la raconte et qui dit les mythes, les légendes, les traditions, et qui permet aussi de socialiser les groupes dans lesquels il intervient. Et c'est pour ça que le conte en Martinique a été un facteur de socialisation important,
et non seulement de socialisation, mais de formatage identitaire. C'est-à-dire que c'est grâce aux contes, tout compte fait, alors les contes, les proverbes, les titimes, etc., que les individus qui étaient donc esclavagés, donc sur la plantation, c'est grâce aux contes qu'ils ont été éduqués. Et cette éducation a été transmise par les Africains. Donc, elle ne peut pas souffrir d'être une éducation qui aurait été dite métisse, une éducation qui serait du ressort d'un quelconque métissage, ni non plus d'une quelconque nouveauté, puisqu'on parle on laisse croire que les gens qui sont arrivés ici sont nés dans la cale du bateau. Ce qui veut donc dire que ce seraient donc des gens qui n'auraient rien apporté, qui seraient des sacs vides, et que c'est ici qu'il y aurait un homme nouveau qui serait né, et avec, sur la plantation, il aurait appris tout ce qu'il sait. Alors qu'on sait que sur la plantation, personne n'apprend rien. La seule chose que l'on fait sur la plantation, on travaille, et on travaille sous un régime esclavagiste, c'est-à-dire un régime de violence, de sévices, et que alors qu'on nous dit qu'on nous civilise, c'est grâce à l'esclavage qu'on nous a civilisés, nous sortions de la barbarie, de l'Afrique, et on se rend compte que pour nous civiliser, on nous frappait. Alors, je ne comprends pas le rapport. Il y a quelque chose d'aberrant dans cette vision de la civilisation. Ce qui veut donc dire que ce sont les esclavagés qui ont dû développer leur propre civilisation qu'ils ont ramenée dans leur cerveau. On est d'accord? Donc, dans la cale du bateau, c'était pas des gens sans cerveau. C'était pas des gens sans bagage culturel. D'autant plus que nous savons que l'Afrique est le berceau de l'humanité et le berceau de la culture. Et le berceau de toutes les civilisations. Ce qui veut donc dire que l'Africain qui était dans la cale du bateau ne pouvait pas être un être sans culture et sans civilisation. Et c'est cette civilisation, cette culture qu'il a transmise ici aux Martiniquais, qui aujourd'hui ont des pratiques culturelles essentiellement africaines. Et on veut faire croire que ces pratiques essentiellement africaines seraient nées sur la plantation. Alors, si elles sont nées sur la plantation, elles sont nées des gens qui étaient sur la plantation, c'est-à-dire des Africains qui étaient sur la plantation, puisque nous savons très bien que les rapports qui existaient entre les Blancs de la plantation et les Noirs de la plantation n'étaient pas des rapports éducatifs. On ne leur a jamais appris ni à lire, ni à écrire le français. Ils ont dû créer leur propre langue pour pouvoir justement se comprendre. Donc, mis à part la formation de cette langue dite créole, on a en plus les contes qui sont aussi dits créoles, et nous voyons bien que de créoles, nous verrons ce qu'ils ont, effectivement. Donc, ils n'ont de créole que l'idéologie. Je parle des contes. Parce que nous savons très bien que dans une société qui est dominée, les pensées des dominés, les idées dominantes, ce sont celles qui dominent. Et ce sont celles qui imprègnent aussi le dominé. Parce que justement, le dominé se dit, voilà, je souffre parce que je ne suis pas un blanc, je souffre parce que je ne suis pas riche, etc. Ce qui veut donc dire qu'il faut que j'essaie de me fondre pour pouvoir justement ressembler le plus à celui qui domine pour que je puisse m'en sortir. Parce qu'on est dans des stratégies de survie, des stratégies, donc on s'adapte au terrain, on s'adapte à l'environnement, on s'adapte au monde dans lequel on vit pour pouvoir sauver sa peau, c'est-à-dire sauver sa vie. On appelle ça des stratégies de survie. Donc on s'adapte. On appelle aussi ça des stratégies adaptatives. Ce qui veut donc dire que dans une société qui est une société créole, et je précise bien
une société créole parce que justement, les Blancs qui sont ici, ce sont des Blancs créoles. Alors, pourquoi on les appelle Blancs créoles? On les distingue des Blancs de l'administration, donc c'est-à-dire des Blancs qui viennent dans la colonie pour 3 ans, 4 ans. Ce sont des administrateurs de la colonie. Exactement comme l'est le préfet aujourd'hui. Il vient pour 3 ans, 4 ans. C'est un administrateur de la colonie. Donc lui, c'est un Blanc de la métropole, un Blanc de l'administration. Contrairement aux Blancs créoles qui naît sur la plantation, qui naît sur le territoire, donc qui fait partie donc d'une immigration qui est ancienne, mais qui s'est aussi constituée comme substrat de la population du territoire dans lequel il s'est installé. Ce qui veut donc dire que ces Blancs de la colonie, on les appelle Blancs créoles, et en plus, par rapport aux Blancs de l'administration, il y a une discrimination qui se fait entre ces deux personnes. Parce que justement, le Blanc de l'administration, le Blanc de la métropole, dit que ce sont des gens qui sont corrompus par la fréquentation des Noirs ou la fréquentation des Indiens quand il s'agit de l'Amérique du Sud où il y a plus d'Indiens. Donc, comme ils ont été corrompus, on les considère comme des bâtards de Blancs, donc on les a appelés Blancs créoles. Et effectivement, et souvent, effectivement, ce sont des Blancs. Il ne faut pas oublier que les Blancs, au début, c'était que des hommes qui venaient sur les plantations. On est d'accord? Donc, automatiquement, ils ont dû fricoter sexuellement avec les Africains, les Africaines notamment, et aussi avec les Indiens, les Amérindiens, les 10 Amérindiens. Ce qui veut donc dire qu'au départ, il y a ici un mélange qui se fait. Et c'est au fur et à mesure qu'il y a une repurification de la race, dite de la race. Ce qui veut donc dire que quand je dis que les idées dominantes dominent, le Blanc créole arrive ici avec ses goûts. Et ces goûts, ce sont les goûts de la prédation, les goûts de la destruction, de la violence, violence physique avec l'esclavage, violence symbolique. Il faut que vous soyez toujours à baisser vos yeux, ne pas regarder le bétier, zébétier, brûler zinex, ça on connaît tout ça. Ce qui veut donc dire que pour survivre dans la plantation, il faut essayer d'acquérir toutes ces dynamiques pour pouvoir s'en sortir. Et c'est de là que justement apparaît ce qu'on appelle cette espèce de débrouillardise. On commence à se débrouiller pour vivre. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens se débrouillent dans ce pays pour vivre, puisqu'ils sont dans la survie, ils sont tout le temps dans le manque. Donc, le conte devient une espèce de récit qui va montrer comment les personnages, qui sont des personnages africains, vont s'introduire dans une société dominée, écrasée, où la survie est le maître mot, et donc utiliser des techniques pour pouvoir survivre. Et c'est ce qui va faire le compé-lapin, le débrouillard, celui qui écrase son frère pour pouvoir survivre, et bien entendu, qui va introduire dans cette société toute une idéologie qu'on appelle aujourd'hui le nègre contre nègre, le compé-lapin, bœuf d'ouvre de l'eau claire, etc., etc., et qui semble dire que, comme si c'était une caractéristique de notre société et qu'il faudrait défendre. Et je crois qu'aujourd'hui, justement, nous sommes revenus. J'ai écrit cette thèse en 1981 et dans laquelle j'explique que cette idéologie qui est en 1981, le titre, Recherche sur les contes populaires en République dominicaine et en Martinique, études comparées. Donc j'analyse les contes de la Martinique, j'analyse les contes de la République dominicaine, et nous voyons donc une transversalité dans les comportements qui sont liés dans tous les pays de la Caraïbe et aussi aux États-Unis, qui sont liés à cet habitus, c'est-à-dire
à cette vie dans la plantation qui fait que justement, il a fallu vivre et adopter le système de prédation du colon, c'est-à-dire l'idéologie de la prédation du colon pour pouvoir survivre. C'est-à-dire, parce que la débrouillardise, c'est l'idéologie de la prédation. Et cette idéologie de la prédation, c'est le plus fort qui écrase le plus faible pour pouvoir vivre, s'enrichir. Et ceci est ce qu'on appelle la débrouillardise, que l'on veut nous faire aujourd'hui croire que c'est ce qui est bon pour nous. Et nous disons non. C'est pas parce qu'on est dans un patrimoine culturel qu'il faut tout accepter de ce patrimoine culturel. Il faut remettre en question des paramètres de ce patrimoine culturel parce que justement, ils sont nocifs pour l'avenir de notre société. Donc, je pense que pour l'instant, je peux peut-être m'arrêter là et laisser peut-être Dominique expliquer justement plus amplement au niveau de la créolisation cet habitus créole qui fait que justement, aujourd'hui, on peut nous dire que effectivement, nous avons des comportements créoles, mais ce sont des comportements créoles qui sont dans un cadre africain et nous voulons remettre la main sur notre cadre africain parce que justement, dans aucun des contes africains, vous avez cet habitus créole. Le conte africain est un conte qui est basé sur ce qu'on appelle la maat en Afrique, c'est-à-dire la justice, l'équité et la vérité. Ce qui veut donc, ce sont des choses que nous découvrons récemment, que nous avions une idéologie que nous transmettions dans notre façon de vivre. Et on voit très bien que le conflit que nous vivons intérieurement, du point de vue une philosophie, donc qui est une philosophie de vie et une vision du monde, une vision qui est une vision basée sur la Maat et aussi sur l'Ubuntu, c'est-à-dire sur le partage. Et c'est ce que nous continuons à faire puisque tout compte fait, il y a un conflit qui se déroule en nous-mêmes. Et ce conflit fait que, à un certain moment, vous allez voir que celui-là est le débrouillard, et puis à un autre moment, il sera celui qui partage. Donc, on est tout le temps dans une dynamique conflictuelle. Merci Milka. Et en fait, ce qu'il faut qu'on conclue de tout ça, c'est que si nos ancêtres n'avaient pas cette posture, cette philosophie de vie, cette société si dure, si brutale, si violente, si méchante, si exploiteuse, n'aurait pas été viable. Absolument. Voilà. Donc, quand on vous parle d'africanité, on sait de quoi on vous parle. Donc, on passe maintenant la parole à Maître Dominique Monotuka. Et il s'agit aussi de nous dire pourquoi aujourd'hui, tout d'un coup, des gens pensent qu'on est amérindien et pas africain. Alors, pour réagir juste sur la dernière partie de ta phrase, en fait, qui pense que nous ne sommes pas africains, nous sommes amérindiens, je considère en fait que ce sont des effets, ce ne sont pas des causes, et par conséquent, il faut explorer en fait les causes qui expliquent en fait cette confusion chez certains parmi nous. Qui de plus en plus en fait sont minoritaires. Donc, pour une raison simple, c'est que les travaux de recherche, les travaux d'analyse dans tous les domaines des sciences sociales ont permis de rétablir en fait la vérité anthropologique, la vérité historique, la vérité sociologique, ethnologique, etc. et juridique. Alors, pour permettre en fait de bien distinguer justement ce qui est à nous et ce qui ne l'est pas, il convient de se rappeler le début de ce processus qui a consisté à sortir des hommes et des femmes et des enfants de leur matrice sociale en Afrique et par la déportation, la violence des Blancs, dits colons. Il faut bien caractériser en fait, je dirais ceux dont on parle, les agresseurs, ce sont des colons, des esclavagistes,
Ce sont des concepts qui veulent dire en fait des choses, qui renvoient à des choses bien précises. Eh bien, ces colons vont arracher ces hommes et ces femmes, ces Africains, ces Africaines, de leur matrice, donc par conséquent, de leur socialité propre, pour les inscrire, par la violence et la manipulation, dans une autre matrice sociale, donc dans une autre culture, qui est en fait la culture esclavagiste, la culture coloniale. Il faut bien comprendre ça. Et donc, cette culture coloniale renvoie bien entendu à la société esclavagiste, la société coloniale. Et cette société dite coloniale est une société qui est instituée, je veux dire en fait qui est organisée juridiquement, avec en fait un système décisionnel représenté par les colons étatiques, avec leur administration et avec, bien entendu, leur force publique, c'est-à-dire le système des militaires, policiers, voilà, la force publique, en fait, et qui, avec leur système aussi judiciaire, pour condamner, si on ne respecte pas l'ordre, en fait, colonial, l'ordre esclavagiste. Donc, voyez bien, en fait, que ces hommes et ces femmes sortent de leur propre matrice où ils sont institués comme étant des êtres humains, ils se socialisent comme des êtres humains, et donc la production des êtres humains qu'ils sont est une production humaine reconnue comme telle, etc. Il n'y a pas de difficulté. Et puis, voilà qu'ils se retrouvent, en fait, du jour au lendemain, en fait, arrachés et donc inscrits, asocialisés dans une matrice, en fait, fondée précisément sur la négation de l'identité humaine. Parce qu'il s'agit de ça, il faut bien comprendre ça. C'est ça, lorsqu'on parle du système colonial, du système esclavagiste, on parle d'un système qui a exclu, parce qu'on va y revenir tout à l'heure, qui exclut l'identité humaine de la socialité pour préférer imposer des identités fictives. Et dans le cas d'espèces, il s'agit, puisqu'on parle du système esclavagiste, du Code noir, ça renvoie au Code noir. Et donc, dorénavant, ces hommes et ces femmes noires doivent s'identifier à des identités fictives que sont esclaves, meubles et affranchis. C'est ce qui leur est donné, la possibilité. Voilà, ils doivent se socialiser, se soumettre à ça. Et puis, les Blancs doivent s'identifier à l'identité de maître. Vous voyez, donc voilà, une identité de fiction. Je dis par nature, en fait, ils sont tous des êtres humains. Mais personne n'est être humain. Tout le monde, en fait, doit s'identifier à des statuts fictifs, en fait, ceux qu'ils ne sont pas. Et c'est ça que nous appelons l'ordre de la hiérarchisation des êtres. Et donc, plusieurs êtres. Voilà. Et vous aurez beau chercher, en fait, l'identité humaine, elle n'existe pas. D'ailleurs, si elle y était, tout le monde aurait eu, tous ceux qui sont dans cette société, auraient eu l'identité humaine. Si l'identité humaine était reconnue, on voit bien qu'elle est exclue pour préférer ces identités fictives. Bon, voilà. Alors, maintenant, ça veut dire quoi? Puisque là, on va arriver à la culture pour bien saisir ça. Eh bien, les valeurs, ça renvoie à les valeurs, ça renvoie à ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Bon. Alors, cette culture, précisément, qui est en fait qui est le prolongement de cet ordre institué. C'est une culture, en fait, qui, nous l'avons compris, qui renvoie au statut, je disais, en fait, de la hiérarchisation des êtres. Et donc, c'est une culture, en fait, qui est la culture qui est propre au colon. C'est la culture du colon, c'est sa volonté qui va être ce qui va organiser les relations entre les êtres humains. Et donc, c'est le colon qui donne du sens, et c'est son sens qui est officiel. C'est lui qui donne la signification des choses, en fait, des valeurs, etc., qui organise, en fait, les choses. Donc, par conséquent, par exemple, cette hiérarchisation des êtres qui est basée sur une hiérarchisation racialisée, eh bien, les différentes nuances de couleur de peau, eh bien, ce sont les valeurs du colon. D'accord ? Lorsque les concepts vont naître,
conformément à ces valeurs du colon, Sacrata, Griffon, etc., avec mulâtresse, etc., avec toute une taximonie en fait conforme en fait à cette culture propre du colon. Alors, constatez bien, la culture du colon est une culture en fait qui refuse de reconnaître en fait la qualité d'être humain à ces hommes et ces femmes noirs. Bon. Et cette culture, par conséquent, est une culture en fait faite de violence, d'imposition raciste et d'injustice par conséquent. Donc il faut bien distinguer, et c'est pour ça qu'en fait que la colonisation, l'esclavage, la traite, tout ça va être désigné comme étant, en 2001, en France notamment, comme étant un crime contre l'humanité. Un crime contre l'humanité. Il faut bien comprendre la signification. Donc la culture du colon, la culture de l'esclavagiste, est constitutif d'un crime. C'est un crime contre l'humanité. Ça, cette culture-là. Et c'est cette culture, en fait, que les colons vont désigner comme étant la culture créole. D'accord ? Et pourquoi créole ? Pourquoi ils vont désigner cette culture créole ? Parce qu'ils sont dans cette pratique, et à un moment donné, ils vont mettre un mot sur cette culture. Ils vont l'appeler culture créole. Parce qu'ils considèrent, en fait, que les colons les plus aboutis, les plus imprégnés des valeurs, en fait, instituées donc de déshumanisation, sont les blancs dits créoles, c'est-à-dire sont ceux qui sont nés dans les colonies, dans les sociétés esclavagistes, et qui vivent, qui n'ont connu que ça, en fait, dans sa densification, j'entends. Et donc c'est dense, là, c'est très dense. Lorsqu'on considère, en fait, les archives, on voit ce que vivent ces hommes et ces femmes réduits en esclavage, et ce que vivent, par conséquent, ces blancs et ces blanches en tant que supérieurs. Donc, par conséquent, ce que font vivre ces gens aux autres. Mais je veux dire qu'en fait, qu'on constate bien qu'en fait, que pour pouvoir assumer une telle violence quotidienne, eh bien, lorsque l'autre arrive et puis qu'il n'est pas encore... Le blanc arrive, en fait, d'Europe, il arrive, il voit des monstres. Et donc, c'est précisément ça. D'ailleurs, c'est tellement... ceux qui ont vécu ça, je pense à Las Casas, par exemple. Et là, il y a un ouvrage qui est là dès le début, hein, avec Colomb arrive, Christophe Colomb, etc. Il est là dès le début de cette violence. Et il a écrit un ouvrage en 1552 qu'il a intitulé « Très brève relation de la destruction des Indes ». Et où il clairement dit qu'en fait que ce qu'ils appellent découverte, hein, est en réalité la destruction des Indes. Ce sont ces termes, la destruction. Et ils diront en fait que, il dira de ces gens, je le cite, en parlant des colons, ils sont entrés comme des loups, des tigres et des lions très cruels, affamés depuis plusieurs jours, depuis 40 ans. Et aujourd'hui encore, ils ne font que les mettre en pièces, les tuer, en parlant des Indiens. Les inquiéter, les affliger, les tourmenter et les détruire par des cruautés étranges, nouvelles, variées, jamais vues, ni lues, ni entendues. Fin de citation. Donc on voit bien en fait que, en effet, c'est de la pure violence. Et c'est ça, en fait, cette culture-là qui va obliger, en fait, voilà. Alors, je me permets, pour toujours éclairer, en fait, ceux qui nous regardent, nous écoutent, je prends, en fait, parce que les colons, je disais, ils ont mis un mot, le mot créole, en fait, sur créoliser. Hein, voilà, il fallait créoliser les Noirs, donc par conséquent, les amener à adopter cette culture-là. Voilà. Et donc, c'est pour, et vous avez bien compris que, en fait, c'est pour mettre en contradiction cette culture-là, et puis la culture, en fait, de ceux-là, en fait, qui subissent cette culture créole et qui la refusent et qui disent, nous sommes des êtres humains, et nous voulons une société fondée sur l'humanité. Et qui a abouti, en fait, à cette exigence que ça soit reconnu comme étant un crime contre l'humanité, cette culture-là, cette pratique-là, la pratique coloniale, la pratique esclavagiste. D'accord ? Donc, vous voyez bien qu'il y a deux cultures. La culture, en fait, des colons, qui est là et qui nous écrase, hein, et puis la culture, en fait, de ces hommes et de ces femmes, en fait, africaines arrachées, en fait, d'Afrique, et de générations qui vont être là, dans cette expérience-là, et qui refusent ça. Alors, là, je me permets encore, en fait, de citer Las Casas, s'agissant, en fait, de ce qu'il disait des Indiens. Parce qu'en réalité,
ces 10 Indiens qu'ils vont désigner comme étant des Indiens, là nous sommes au début du processus, en fait, colons qui arrivent, etc., que ça bande. Ils vont réagir en êtres humains qu'ils sont. C'est pas parce que l'autre, le colon, en fait, impose, vient avec son système de valeurs créoles, que ces hommes et ces femmes indiens ne vont pas réagir, en fait, pour ce qu'ils sont. Lorsqu'ils sont en face de cette culture-là, qui prétend, en fait, organiser, les pacifier, les amener, en fait, à intérioriser cette culture, et puis à se socialiser tranquillement, oui, accepter, en fait, hiérarchisation des êtres, vous êtes les derniers, et vous voilà, etc. Eh bien, voilà ce que Las Casas dit. En parlant de tous ceux qui pouvaient fuir, se réfugiaient dans les forêts et grimpaient dans les montagnes pour échapper à des hommes aussi inhumains, en parlant des colons, à des bêtes aussi impitoyables et aussi féroces, à ces destructeurs et ennemis suprêmes du lignage humain. Fin de citation. Et donc, on voit bien, en fait, la réaction. Et d'ailleurs, à la fin du 19e siècle, rappelez-vous, lorsque, en fait, les colons européens vont vouloir alors aller directement en Afrique et coloniser l'Afrique de manière avec le traité de Berlin 1884-1885, comment en fait les Noirs ont eu aussi à se retrancher, se replier. Donc on voit cette dynamique tout à fait humaine. Et donc nous sommes déjà de la résistance là. Mais résister veut dire quoi? Résister veut dire en fait protéger quelque chose. Protéger quelque chose, préserver l'intégrité de quelque chose. Et c'est précisément la reconnaissance de leur humanité, dont ils avaient pleinement conscience parce qu'ils sont qui ils sont, et cette nécessité de se battre pour elle, pour qu'un jour on reconnaisse en fait que ce que font ces gens, cette culture créole, soit reconnue comme étant ce qu'elle est, un crime contre l'humanité. Et donc, le même en fait, Las Casas nous dit, je le cite, s'agissant de cette guerre menée par les 10 êtres inférieurs, selon le regard en fait des colons, et il nous dit, et je sais de manière juste et infaillible que les Indiens ont toujours livré aux chrétiens une guerre très juste, tandis que les chrétiens n'ont jamais livré une seule guerre juste contre les Indiens. Leurs guerres ont été au contraire toutes diaboliques et extrêmement injustes, plus que celles d'aucun tyran au monde. J'affirme la même chose à propos de toutes les guerres qui ont été menées dans toutes les Indes, contre la culture créole. D'accord ? Et donc, je disais en fait tout à l'heure, je parlais de la culture créole. Et donc, évidemment, que veut les créolisants ? C'est le processus de créolisation. On rentre dans ce système et puis ils souhaitent en fait que dorénavant en fait qu'on se conforme à ça. Et ils utilisent la force publique, la violence en fait, etc. Bon, ils se comportent ainsi comme ils le souhaitent. Bon. Et donc, je disais tout à l'heure en fait qu'ils vont le dire à travers leur dictionnaire, à travers leurs écrits. Et là, je me permets de citer à nouveau ce que j'ai déjà fait à d'autres circonstances. Un dictionnaire de l'époque, en fait, nous sommes en pleine société esclavagiste, 1836, de Babot, et qui nous dit ceci, dictionnaire français, créolisé, adjectif, naturalisé aux colonies, qui a les goûts, les habitudes de colon, qui a les goûts, les habitudes de colon. Pas d'un blanc, d'un colon. Et donc, par conséquent, nous savons c'est quoi un colon. D'accord ? Et donc, c'est ce dont Las Casas nous restitue, et c'est ça la culture créole. Créoliser, adopter les goûts et les habitudes du colon. Créoliser, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'en fait, que le concept de créolisation, créoliser, créole, en fait, a été retenu par les colons pour pouvoir dire leurs valeurs, leur système. Et donc, c'est pour ça que, et là, je me permets de citer Paulien de Sainte-Marie, un esclavagiste de l'époque. Nous sommes en 1792, dans un ouvrage en fait, qu'il a écrit. Il nous dit ceci, en parlant en fait, lorsque les hommes et les femmes arrachés d'Afrique sont intégrés par la violence en fait, de la société esclavagiste pour se soumettre à l'ordre de la hiérarchisation, donc à la culture créole, eh bien, voilà quel conseil il donne en fait aux autres colons pour pouvoir en fait mieux obtenir selon lui en fait cette conformation, cette soumission, cette obéissance en fait à l'ordre, à la culture créole. Les commandeurs doivent recevoir l'ordre le plus absolu de ne point infliger aucune correction aux nègres débarquants de Guinée. Ils doivent, au contraire, leur expliquer avec douceur ce qu'ils ont exécuté, leur faire remarquer leurs fautes par la voix de leurs compatriotes qui doivent, autant que la chose est possible, être mêlés parmi eux lors du travail et logés dans leur voisinage. On doit commencer à les corriger que lorsqu'ils sont assez créolisés
pour être jugé capable de commettre des fautes avec connaissance de cause, car alors il serait dangereux de l'auto-passer. Et il continue, il nous dira un peu plus loin, en parlant des Africains, après 2 ans, ils seront créolisés et d'excellents esclaves. Et donc, ce sont les goûts et les habitudes de colons. Excellent esclave veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, que la noire ou le noir, en fait, l'Africain ou l'Africaine, se mettrait alors à la culture créole. Voilà, de la des êtres. Donc c'est ça en réalité. Donc c'est ça la culture créole. Alors attends, c'est tiré du livre oui, tout à fait. Résilience et manipulation. Voilà, ouvrage collectif en fait que nous avons eu en fait justement. Pour mettre les points sur les i, expliquer les phénomènes. Absolument. Et donc ça c'est très très important. Et donc à partir de là, à partir de là, et je vais juste conclure, synthétiser là, et puis après on va y revenir, pour dire en fait que, eh bien, il y a cette confrontation entre deux civilisations, et je dirais autrement, une civilisation contre une incivilisation. Exactement. D'accord? Une civilisation contre une incivilisation. Et lorsque, en fait, certains parmi nous, et je parlais des faits tout à l'heure, c'est un conditionnement. Ils n'arrivent pas à distinguer la culture créole de la culture humaine, africaine. De la culture civilisationnelle, de la culture africaine, qui, elle, est fondée sur la reconnaissance pleine et entière en fait de l'identité humaine et par conséquent de la généalogie humaine. Bref, je ne vais pas entrer le détail, qui est donc fondée sur la filialité. Alors que l'autre, la culture, l'incivilisation est fondée sur l'infilialité, autrement dit, qui ne reconnaît aucune relation, aucune filiation entre les êtres humains et les êtres humains. Voilà. J'en ai terminé pour et c'est passionnant. Il faudrait qu'on ait 5 heures. On va demander à Zouk de nous donner 5 heures pour débattre de ça. Mais vous voyez bien, les yeux aussi des Africains se dessillent actuellement. Et ils sont dans ces caractérisations-là. Ils ont compris que ceux qui leur ont menti pour se présenter comme des civilisés étaient en fait des personnes d'une violence inouïe. Et aujourd'hui, c'est ça, la vérité nue est là. Et il faut juste s'interroger de savoir pourquoi les nôtres sont en train de nous demander de faire de la résilience sans arrêt et de nous inventer maintenant des ancêtres amérindiens, de refuser toujours l'Afrique au nom du rejet racial de l'Africain. C'est vous dire comment on nous a abêtis et appauvris. Alors on va écouter maintenant Monsieur Ventura, Luisito. Allez-y. Oui, alors je parle effectivement de cette réalité sociologique à la Martinique, d'accord? Et je m'appuie aussi sur, bien sûr, à la fois cette sociologie, je dirais, des sciences humaines qui nous permet d'étudier scientifiquement les sociétés humaines et les faits sociaux. Autant la sociologie est récente, autant elle permet à l'homme de s'interroger sur soi, au groupe humain de rechercher leur origine, leur appartenance anthropologique. L'anthropologie culturelle doit fonder la construction collective. L'anthropologie historique met les formes sociales en relation avec l'histoire particulière de chaque peuple. Notre histoire n'est pas si vieille et les stigmates y sont encore présents. L'intérêt de la sociologie dans l'étude de l'inventaire, la situation économique et sociale de la Martinique dépend des différents processus de socialisation qui construisent les individus et définissent les institutions dans leur mode d'orientation d'un comportement qui est une représentation de la réalité sociale. La Martinique vit pleinement de la globalisation de l'économie. Ce modèle voulu par la logique économique des structures du pouvoir financier, mais le modèle type de l'organisation sociale de l'entreprise privée prend l'allure d'une structure hiérarchique plaçant en position haute les personnes blanches et en position basse les personnes noires de peau représentant la majorité de la population. La représentation sociale est tributaire de la réalité sociale dans laquelle la question de la racisation est un rapport avec l'ascension sociale et professionnelle. Cela nous amène à nous interroger concernant la socialisation à la Martinique. La sociologie doit faire cet inventaire
en toute transparence afin de dire toute la vérité à la population martiniquaise, notamment à notre jeunesse, en relevant que le groupe minoritaire n'a pas changé de posture depuis les périodes sombres de l'esclavage et de la colonisation. En effet, ce mécanisme social utilisé par le groupe Béké depuis plus d'un siècle a conduit à une aliénation de la population noire qui a entraîné une perte de l'intégration sociale chez certains Martiniquais. Il a laissé des traces dans la société martiniquaise d'aujourd'hui, même s'il y a eu, après la période des champs de canne, la volonté farouche d'accès à l'école et aux études supérieures. Aimé Césaire dit dans le cahier d'un retour au pays natal que c'est l'aliénation la chose la plus grave, et il ajoute qu'il y a un mal-être martiniquais, il y a un mal-être antillais qui se comprend très bien. Tenant compte de ce constat, nous pouvons affirmer que la socialisation, qui est un processus d'identification, de construction de l'identité, c'est-à-dire d'appartenance et de relation, nous donne l'information scientifique qu'à la Martinique, il n'existe pas un seul groupe humain doté de la même culture, de la même identité collective. La dualité dans le social de l'identité, qui est le point de départ de la division du soi, à savoir identité pour soi et identité pour autrui, inséparables, ne fonctionne pas à la Martinique, car la reconnaissance de l'autre fait l'objet d'un rejet par la minorité qui considère que la population de couleur noire ou autochtone n'a pas le même statut social, la même position sociale. De cette réalité sociologique, il convient de dire qu'il existe à la Martinique ce que Pierre Bourdieu appelle un espace de différence, dans lequel la domination dépend de la situation des ressources et de la stratégie des acteurs. Cet espace social s'organise autour de deux dimensions, le volume global des ressources détenues et sa répartition entre capital, économique, fortune, salaire, revenus, et culturel, connaissances, diplômes, bonne manière. C'est par la science que l'on emporte la conviction, en s'appuyant sur des faits historiques, en observant les comportements. Ce travail empirique permet de signifier que la reproduction sociale voulue par la minorité ou le groupe Béké ne nous permet pas de nous considérer comme faisant partie d'un groupe qui réunirait l'ensemble des composantes de la population sous le prétexte du vivre ensemble. La finalité du travail du sociologue, le monde est en plein bouleversement, les peuples revendiquent leur identité, leur appartenance à un groupe d'origine, à une culture d'origine. L'histoire de la Martinique s'est construite tout d'abord sous le drame de l'esclavage, période au cours de laquelle des frères africains ont été déportés de leur pays d'origine pour faire prospérer l'esclavagiste français. Nous savons que le peuple caraïbe appelé Kalinas ou Kalinagos, qui venait de l'Amazonie, a été chassé par les Français en 1658 suite à une expédition à la fois terrestre et maritime. Les Caraïbes furent battus et se réfugièrent dans les îles de la Dominique et de Saint-Vincent. Les colons venaient de la France hexagonale et ils étaient des Blancs qui ont toujours protégé leur race, comme ils l'ont toujours dit ou signifié publiquement. Le vivre ensemble doit se construire dans le champ du travail, dans le champ de la formation, dans la sphère privée et dans la sphère sociale. Dès lors que vous refusez de partager avec la population de couleur noire votre quotidien, il est impossible de parler de tous créoles. Pas très long. D'autant que cette notion d'appartenance est réservée à la domination des personnes blanches qui vivaient dans les colonies et qui mettaient en esclavage leurs semblables. Merci, Luisito. Ce qui nous aurait servi davantage, ça aurait été qu'on comprenne toute la façon qu'on a d'habiter le métier de sociologue dans notre pays, à quoi servent nos sociologues et les anthropologues, pourquoi est-ce qu'on ne les entend pas davantage pour déconstruire ces schémas. Sur le plan juridique, c'est fait, sur le plan civilisationnel, c'est fait, et la question qui nous tarabuste reste celle-là. Il y a beaucoup de gens qui se donnent le titre de sociologue et qui n'aident pas cette société à s'approprier justement le discours, le vocabulaire, les concepts qui permettent qu'on comprenne, non pas de manière confusionnelle comme les gens qui se permettent d'écrire et de stigmatiser les nouveaux venus sur la scène de la pensée, qu'il faut le dire comme ça.
et qui le font en étant persuadés de détenir un droit sur le savoir et auquel nous n'aurions pas accès ou que nous ne pourrions pas interroger. Voilà. Donc, voyez, l'émission arrive à son terme pratiquement. Je vais vous laisser. Dominique avait quelque chose à ajouter sur la question de cette propagation, cette lutte des créolistes ou des créolitaires qui veulent continuer quand même, contre tout bon sens, à imposer une vision amérindienne de soi, de l'identité. Et puis Milka, qui parlait de justement le tempérament créole à travers le conte que beaucoup des nôtres considèrent comme étant un phénomène totalement positif, culturel, alors que le conte recèle beaucoup d'une idéologie qui n'est pas du collectif, qui ne participe pas à la construction d'une société, du partage, comme pour la MAD dont tu as parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une idéologie de l'individualisme, de l'individualisme, et qui effectivement porte préjudice à la société globale, puisque au collectif, puisque tout le monde essaie et c'est pour ça que souvent les gens vous disent on fait pas peuple, etc., etc. Mais justement, mais ils n'interrogent pas ce qu'il fait pour pouvoir justement parce que normalement, juste pour conclure sur ça, si effectivement on veut réinvestir le conte martiniquais, eh bien justement il faut le réinvestir idéologiquement et symboliquement. Parce que tout conte fait, on peut créer, parce que justement le conte sert à ça. C'est un outil éducatif, et si on veut propager aujourd'hui une éducation auprès des enfants par le biais du conte, il faut revoir l'idéologie du conte. Il faut à tout prix revoir la symbolique des personnages, et il faut à tout prix introduire dans le conte, qui est un support culturel africain, je le répète, et qui est parce que tous les contes qu'on a des Zop et compagnie ce sont des contes africains. Et qui ont été dévoyés. De leur philosophie. Et qu'il faudrait donc réinvestir pour que justement ces contes servent à la société et construire une culture commune, parce qu'il s'agit de l'imaginaire. De l'imaginaire, exactement, construire notre imaginaire, parce que justement c'est l'imaginaire colonial qui est dans les contes. Voilà. Donc il faut recréer un imaginaire martiniquais qui serait propice à ce que nous fassions une vision du monde différente et collective, qui serait justement une vision dans l'humanité et dans la fidélité. Reprise de soi. Dominique, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, tout à fait, pour dire en fait que et pour rappeler en fait la dimension institutionnelle en fait de la problématique d'aujourd'hui. Je veux dire en fait que la culture créole, la culture du colon, s'agissant en fait de la Martinique en l'occurrence, est une culture instituée. Je veux dire en fait qu'en 1848, on n'a pas aboli le code noir, la société coloniale, on l'a fortement réformé en abolissant, en faisant disparaître le statut d'esclave et de meuble, mais en généralisant le statut proprement en fait esclavagiste colonial du Code noir, qui est le statut d'affranchi. On nous a affranchis, c'est ce qu'on appelle l'assimilation juridique. Autrement dit, je voudrais rappeler que le statut d'affranchi est un statut qui est apparu avec le Code noir. Je veux dire, en fait, est consubstantiel au Code noir. Donc, l'affranchissement, l'acte d'affranchissement, en fait, avec le décret du 27 avril 1948, est un acte, en fait, qui n'est possible. Et le maintien du statut d'affranchi, puisque c'est ça précisément, est consubstantiel au Code noir, et donc nous y sommes toujours. Et c'est ce qui explique. Parce qu'il n'est pas abrogé. Parce que c'est pas abrogé. Et donc par conséquent, parce que nous sommes contraints de nous socialiser toujours selon l'ordre de la hiérarchisation des êtres. D'accord ? Il faut bien comprendre ça. Autrement dit, il y a cet effort en fait ancestral de génération en génération qui a permis l'abolition du statut d'esclave et de meuble, mais il reste encore à finaliser, c'est-à-dire la disparition du statut d'affranchi pour voir l'émergence et l'institutionnalisation du statut d'être humain. Et ça, en droit, c'est quelque chose de bien précis. Ça n'a rien à voir avec en fait le statut qui nous est imposé et qui renvoie au statut d'individu et qui renvoie au statut de droit individuel, etc. Ça n'a rien à voir. Donc, pour dire en fait que, en effet, parce que nous sommes encore socialisés dans cette sous l'autorité en fait de la culture créole et qui s'impose avec l'ordre public qui est là à travers ces policiers, ces gendarmes, ces militaires
et aussi en fait ces instances judiciaires qui permettent de valider en fait je dirais l'exigence en fait du respect donc de l'injustice en fait donc nous y sommes et ça c'est pas du vent, ça c'est une réalité scientifique, c'est quelque chose de sociologique, voilà, et c'est ce qu'on demande à nos sociologues de travailler. Donc tu as raison Juliette lorsque tu posais la question de savoir en fait où sont nos anthropologues, où sont nos sociologues en fait qui devraient, en tous les cas, interroger et puis qui devraient assumer. Et je vois qu'en fait je dis qu'en Bafeil, certains essayent de sauver la culture créole. Ils ont des dividendes sans doute dans cette affaire. Voilà, mais sans doute. On doit conclure. Mais c'était pour moi quelque chose de passionnant. Vous avez vu, on a essayé de vous présenter chacun avec sa spécialité, que vous l'écoutiez un peu plus longtemps pour que vous dégagiez plus d'éléments de discours, parce que je sens quand je vous rencontre que vous n'arrivez pas à tout bien articuler. Et dans la question de l'affranchi dont parle Maître Monotuka, c'est très important que vous compreniez que la catégorie des affranchis n'est pas homogène. On nous a sous-catégorisés, et donc dans les affranchis, il y a les mulâtres en tête, comme dans toute la hiérarchisation raciale, il y a les mulâtres en tête et puis il y a tous les autres. Et dans les affranchis, il y a les affranchis blancs, moyennement blancs, plutôt noirs, plutôt très très noirs, etc. Donc cette catégorie-là, elle explique le brouillard, le brouillon dans lequel nous vivons, parce qu'elle-même, elle n'est pas homogène. Donc on a les blancs et puis on a tous les autres, mais dans tous les autres, c'est un foutoir dans lequel nous sommes en permanence en train de nous boxer, de nous opposer, d'être dans la débrouillardise, d'être dans le conflit aussi de reconnaissance, etc. Donc sur cette base-là, chers amis, nous espérons vous avoir éclairé un petit peu et nous vous demandons de lire donc les travaux de Maître Monotuka, de Madame Dr Valentin, les miens si ça vous intéresse. On vous en présente quelques-uns à la fin de l'émission, mais il y a des choses à comprendre pour sortir d'une idéologie qui nous prive toujours de notre humanité, avec des théoriciens soi-disant qui sont des idéologues qui soutiennent l'insoutenable, parce qu'on ne peut pas vous dire que vous êtes dans une culture, dans du beau, quand on vous ment en permanence sur justement on vous prive d'humanité au nom du fait qu'il ne faut pas reconnaître que vous venez d'Afrique. Or celle qui a humanisé cette société, c'est bien la société africaine, et vous n'avez pas d'autres repères culturels que celle-là. Ça ne veut pas dire que les autres groupes n'ont pas eu, mais c'est le formatage, la structuration de cette société dans son humanité, dans ses résistances, comme vous en ont parlé mes collègues, c'est ça. Ce sont ces gens-là qui ne sont pas les colons, qui vous ont apporté de l'humanité, et essentiellement au départ l'Afrique, que vous rejetez contre tout bon sens, et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez devoir accepter la réalité pour ce qu'elle est, puisque nous sommes dans les sciences sociales et que nous vous apportons un regard scientifique sur cette réalité-là. Je vous remercie d'avoir été là. Vous demande de faire des efforts pour sortir du babillage dans lequel on vous enferme, pour aller dans du discours, dans une connaissance qui va vous rendre maître et maîtresse de vous-même. Merci encore, et puis à très bientôt. De vos choix. À très bientôt. Merci.